L'accouchement pour une femme, un moment merveilleux mais qui peut tourner en drame. S'il y a négligence, c'est ce que va nous raconter maintenant Aurélie et Hugues que j'accueille maintenant sur le plateau. Quelle mère peut accepter de perdre l'enfant qu'elle porte? Aucune. C'est pourtant ce qu'on demande à Aurélie. On est extrêmement troublé par cette histoire, très perturbé, et je crois qu'il y a un mot que vous allez devoir bannir de votre vocabulaire. Votre ventre n'est pas un cimetière, c'est le symbole de la vie. Vous avez enfanté quelque chose de formidable avec Théo. Vous devez vous battre pour Hugues et pour Théo. Vous êtes une femme battante, courageuse. Je vous en supplie, c'est très important. C'est comme ça que vous allez vous reconstruire. Faites-le pour eux, faites-le pour Hugues, faites-le pour Théo. C'est la plus belle histoire qui va vous arriver à partir de maintenant. Donc je vous demande vraiment instamment, parce qu'on est extrêmement ému sur ce plateau, vous devez reprendre le courage de la vie parce que vous êtes une femme merveilleuse. Puis surtout, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. La douleur est insupportable car le décès de l'enfant d'Aurélie serait dû à une addition d'erreurs humaines. À chaque fois, vous me disiez, on attend le prochain palier et on verra ce qu'on va faire. Mais pourquoi attendre les prochains paliers? Ces jeunes parents veulent pousser un cri. Et reconnaissez qu'on aurait pu sauver Loane. Reconnaissez-le, je vous demande de reconnaître qu'ils auraient pu la sauver. La douleur de ses parents finira-t-elle par être entendue? Bonsoir Hugues, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Je sais que ce n'est pas facile pour vous parce que nous allons malheureusement revenir sur de mauvais souvenirs, mais vous avez envie aujourd'hui d'aller plus loin et de vraiment savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux de cette émission? J'attends vraiment de savoir ce qui s'est passé il y a 2 ans lors de mon accouchement. Puisque justement la petite est décédée, on comprend toujours pas pourquoi. Mais vous avez peut-être, vous, votre propre opinion, même si on met tout ça au conditionnel. Vous pensez qu'il y a vraiment eu négligence, que cela aurait pu être évité? Je pense qu'il y a totalement eu négligence. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai eu aucune visite de la part du médecin de garde qui était là cette nuit-là. Il y a eu beaucoup de signes de souffrance fœtale justement qui ont été complètement omis d'être prévenus. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est comprendre ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc le bébé était déjà mort hein, quand malheureusement on l'a extrait de votre corps, on est d'accord? Est-ce que l'on arrive quand même malgré tout à un moment donné à se reconstruire, à vivre, ou est-ce que vous vivez avec cette souffrance depuis? On vit avec la souffrance depuis 2 ans de toute façon. C'est pas possible de survivre à la mort de son enfant. On peut pas. Vous avez cherché à avoir des explications auprès de tous ces gens qui se sont occupés de votre compagne et... Oui, on a cherché à savoir, en fin de compte, à avoir des réponses à nos questions, et à chaque fois, ils se renvoient la balle, on n'a aucune réponse. Ça a mis votre couple en péril, cette histoire? Oui. Parce que tous les deux, vous avez fait de la dépression derrière? Oui, c'est tout à fait, on a fait dépression sur dépression, et bon, bah, à force au lieu de nous ressouder, ça nous a séparés. Vous n'avez pas pu surmonter cette épreuve, madame? Non, moi j'ai vraiment pas pu du tout, parce que pour moi ma vie c'était à 4. Et maintenant je conçois pas du tout la vie tous les 3, j'arrive plus à la voir comme avant du tout. Et j'ai l'impression d'avoir pris un autre chemin complètement. Nous allons d'abord voir l'enquête et essayer de comprendre les faits. Vanessa Halal nous explique tout dans ce premier reportage. Il y en aura un deuxième avec une caméra cachée assez surprenante. Regardez ces premières images attentivement pour mieux comprendre la situation. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait, regardait la télé, buvait un café. Même des bêtes, on les traite mieux que nous. Mais vous savez, si vous voulez pas vous embêter, on vous la brûle. Mon rôle, c'est de donner la vie. C'est pas de la faire perdre. J'avais peur de la tenir dans mes bras parce que elle était tellement froide que j'avais peur de la casser. Vous êtes rentré avec un bébé vivant qui va bien, vous sortez avec un bébé mort, il y a forcément une couille quelque part. On va vous dire tout s'est bien passé, hein. Comment et pourquoi ce couple a-t-il vécu l'insoutenable? C'est l'histoire d'Aurélie et Hugues, le récit d'une terrible nuit où toute leur vie a basculé. Avril 2007, rédaction de Sans aucun doute. Dans le courrier, une lettre retient plus spécialement notre attention, c'est celle d'Aurélie qui serait victime d'une erreur médicale. Rapidement, nous étudions son dossier et demandons l'avis du docteur Courtois, essentiel dans cette affaire. Le suivi de cet accouchement me pose de gros problèmes sur le plan du médecin qui était de garde. D'accord, donc pour vous, c'est un dossier qu'on peut traiter dans le cadre de l'émission. C'est parti, dès le lendemain, nous quittons la rédaction de Sans aucun doute, direction le nord de la France où nous attend Aurélie et sa famille. Qui est-elle? Dans quel état d'esprit allons-nous la trouver? Nous ne le savons pas encore. Une chose est sûre, c'est un moment fort pour la jeune femme qui, quelques jours auparavant, était seule à se battre. Une fois encore, nos équipes vont tout mettre en œuvre pour aider cette famille. Retour sur une histoire d'amour qui avait plutôt bien commencé.
Août 1999, Aurélie a 19 ans. Elle rencontre alors son futur mari, Hugues. Entre eux, c'est le coup de foudre. Très vite, ils s'installent, se marient et décident de fonder une famille, le début d'un long combat. Comme j'arrivais toujours pas à avoir d'enfants, j'en ai parlé avec ma gynécologue qui m'a fait suivre d'abord un traitement pour stimuler l'ovulation. Donc ça n'a pas fonctionné du tout. Par la suite, j'ai fait une hystérographie pour voir si j'avais pas les trompes de Fallope qui étaient bouchées. L'examen ne révèle pas de stérilité, mais une malformation de l'utérus. Aurélie a un utérus dit bicorne, en forme de V, la base supérieure étant absente. Une malformation qui n'empêche absolument pas d'avoir un enfant. Rassurée, Aurélie poursuit son traitement hormonal. Et puis un jour, après 3 ans de suivi médical, la nouvelle tant attendue arrive. Ça a marché au bout de la 3e tentative. Donc septembre 2003, je suis tombée enceinte de mon fils. Et puis là, ça a été vraiment la joie. J'étais enfin enceinte et le bonheur a commencé. À 3 mois de grossesse, la gynécologue d'Aurélie lui dit de choisir un spécialiste puisqu'elle ne pratique pas les accouchements. Son dossier gynécologique sous le bras, la jeune femme choisit un obstétricien dans une clinique privée à côté de son domicile. Elle est en confiance, d'autant plus que quelques années auparavant, cette même clinique l'a opérée pour des kystes ovariens. J'étais vraiment en confiance, il m'avait déjà sauvé la vie une fois dans cette clinique. Cette première grossesse assistée médicalement se passe tout à fait normalement. Le 3 juin 2004, Aurélie et Hugues donnent naissance à un petit garçon, Théo. Théo, c'est l'enfant du bonheur. C'est l'enfant désiré pendant 3 ans, c'est notre petite perle. Très vite, 3 mois après la naissance de Théo, l'obstétricien annonce à Aurélie qu'elle est à nouveau enceinte. Nous sommes fin août 2004, le couple ne s'y attendait pas, mais la nouvelle est accueillie dans la joie. La grossesse, spontanée cette fois, se passe tout à fait bien. À un petit détail près, la petite fille se présente par le siège, mais pas d'inquiétude, d'autant qu'Aurélie a subi une pelvimétrie lors de sa première grossesse pour déterminer la taille de son bassin qui permettait un accouchement par le siège. Le 4 avril, Aurélie se rend chez son obstétricien. Elle ne sait pas encore que ce sera la dernière visite avant l'accouchement, puisque la petite Loane est programmée pour la fin du mois. Le 6 avril, Aurélie perd les os vers 16h. À son arrivée à la clinique, elle est prise en charge par une sage-femme. Aurélie est inquiète, elle a remarqué des taches sur ses sous-vêtements. Je me suis rendu compte à 16h20 que j'avais du méconium en fait dans la culotte. J'ai posé la question immédiatement à la sage-femme et la sage-femme m'a répondu c'est normal étant donné qu'il y a des contractions, étant donné qu'elle a une position de siège, les contractions appuient sur le ventre de l'enfant et donc fait sortir le méconium. Moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme. C'est pas du tout mon travail, donc on se dit, donc c'est normal. Rassurée, Aurélie passe en salle d'accouchement. Une péridurale est réalisée à 18h15. Lors du travail, des chutes importantes du rythme cardiaque sont enregistrées. Plus le travail avance, plus Aurélie et Hugues paniquent. Lorsqu'on regarde l'analyse du monitoring, donc il y a eu des dips à 18h50, bon, il y en a eu plein, 19h35, 19h30, 20h, 20h30, 21h20, 22h, enfin bon, c'est une succession de dips. Pourtant, personne ne serait venu voir la jeune femme. Pourquoi? Affolé, Hugues tentera d'obtenir l'intervention du médecin de garde. J'ai demandé au médecin s'il pouvait venir voir ma femme parce qu'elle ne se sentait pas bien, en lui disant que le monitoring, ça n'allait pas. Le fait que moi je voyais, comme je surveillais les contractions, que ça baissait énormément. Il m'a dit, laissez faire monsieur, c'est le travail. Et il n'est pas rentré, il était devant la porte, il n'a même pas pris la peine de rentrer pour regarder, même un coup d'œil. 20h10, le monitoring enregistre un nouveau ralentissement profond du rythme cardiaque de l'enfant. 21h20, nouveau ralentissement qui se répète à chaque contraction pendant plus d'1 heure. 22h20, une nouvelle chute aux alentours de 60 battements par minute. Après plus de 8 heures de souffrance, la sage-femme vient enfin examiner Aurélie. Elle ne trouve plus le rythme cardiaque du bébé. Inquiète, elle aurait alors alerté le médecin de garde, mais là c'est le choc, le cœur de la petite Loane ne bat plus. Lorsqu'une césarienne est enfin pratiquée, à 1h30 du matin, le diagnostic de mort fœtale est déjà constant depuis près d'1 heure. Hugues, effaré, se sent mis à l'écart. Pendant la
La césarienne, on m'a isolé, on m'a mis dans une chambre tout seul. Ils sont même venus retirer les chaises, la table. Donc il n'y avait rien. Donc après que la césarienne ait été effectuée, le médecin est venu me voir en me demandant si je voulais voir ma fille. Je lui ai répondu que oui. Et ils me l'ont ramené, ils m'ont présenté sur un plateau, comme ça, comme si, voilà, comme ça. On a pu la revoir ensemble après, une fois qu'elle avait été, qu'il avait nettoyée. Et moi, ils me l'ont ramené comme ça, ensanglanté. Comment a-t-on pu en arriver là? Non seulement ce couple a vécu le pire, la mort de leur enfant, mais en plus, ils auraient été victimes, selon eux, de l'indifférence de l'équipe médicale. Le jour même, le couple reçoit la visite des pompes funèbres pour le choix du cercueil de leur enfant. La petite fille est déjà à la morgue et c'est Hugues qui, seul, aurait pris en charge les visites pour la famille. J'ai dû aller chercher les clés moi-même, ouvrir la serrure et ouvrir le tiroir de la morgue pour voir ma fille. Même des bêtes, on les traite mieux que nous. Une situation effroyable, mais ce n'est pas tout. Lorsque le couple demande à la sage-femme une photo en souvenir de leur petite fille, voilà ce qu'elle aurait répondu. Elle m'a dit, il n'y a plus de bande dans le Polaroid, donc si vous voulez des photos de votre fille, c'est à vous de la faire. Je me voyais pas faire des photos de ma fille. Et ils n'ont pas remis de bande et on n'a jamais eu les photos. Les seules photos qu'on a d'elle, c'est les photos du dossier médical ensanglanté. Quand ils sont en train de la mesurer et de la peser, c'est tout. Un des membres de l'équipe médicale aurait même fait une proposition plutôt surprenante. Mais vous savez, si vous voulez pas vous embêter, on vous la brûle. Aujourd'hui, malgré la douleur, Aurélie met tout en œuvre pour maintenir le souvenir de sa petite fille, jusqu'à garder des vêtements qui lui étaient destinés. C'est la façon de pouvoir la garder à la maison comme si elle était avec nous. Si je m'en sépare, j'ai l'impression de me séparer d'elle. De la chambre à la salle à manger, une multitude d'objets sont là, posés délicatement. Au premier rang, des petits angelots de toutes sortes et une tulipe blanche. 2 ans après le drame, le couple n'a toujours pas fait son deuil. Dans leur tête, des images morbides se succèdent, celle de l'accouchement bien sûr, mais aussi, gravée au fer rouge, la vision de leur bébé, sans vie. J'avais peur de la tenir dans mes bras parce que elle était tellement froide que j'avais peur de la casser. Aurélie reste persuadée que ce qui est arrivé est de sa faute. J'en viens à douter qu'il y ait vraiment eu quelque chose. Je me dis des fois, en fait, je suis complètement folle et que en fait, je vais me réveiller et que la petite, elle est décédée à cause de moi. J'ai eu vraiment le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait en tant que maman. Voilà en ce qui concerne l'enquête de Sans Aucun Doute menée par Vanessa Halal, et je demande au public de bien vouloir applaudir ce couple qui traverse une période très difficile. Il y a l'aspect médical. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Nous reviendrons sur l'aspect médical dans quelques instants avec le docteur Courtois. Mais d'après ce que vous nous dites, et je mets ça au conditionnel, vous avez vraiment l'impression que finalement, c'était pas si grave que ça pour tout le monde, quoi. Ça peut arriver, voilà, maintenant il faut faire avec. C'est un peu ça que vous nous avez décrit dans ce reportage. Vu la façon dont il m'a annoncé la mort de ma fille, pour lui, c'était banal, on aurait dit. Parce qu'il m'a annoncé ça quasiment la bouche en cœur en me disant « Ah bah, le cœur, il bat plus ». C'est tout. Alors vous, monsieur, vous avez vécu l'enfer après, hein, puisque vous nous dites donc, monsieur, que vous avez dû vous-même, pour aller voir votre fille, vous recueillir, pour que les proches puissent se recueillir devant elle, vous avez dû vous-même ouvrir les portes de la morgue et faire le travail de l'employé? Oui, tout à fait, parce que bon, c'était une organisation, parce qu'il fallait demander la clé de la morgue au service de maternité. Donc à chaque fois, il fallait que je remonte en maternité. De là, je me faisais accompagner par une infirmière qui était là. Elle m'ouvrait la porte de la morgue. Et après, il fallait que je me débrouille, quoi, parce que comme elle m'a dit, moi, je ne peux pas le faire. Donc on m'avait fait voir où étaient les clés des tiroirs. Et j'allais dans cette petite armoire chercher les clés, ouvrir le tiroir, tirer ce tiroir avec ce grincement que ça m'a... pour pouvoir voir ma fille.
Nous allons donner la parole quelques instants à votre maman qui est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de venir soutenir votre fille. Ça a vraiment... Enfin, votre fille est vraiment maintenant a basculé dans toute autre chose depuis ce drame. Vous ne la reconnaissez plus? C'est plus la même, non. Elle se méfie de tout déjà. Elle a plus confiance en la médecine. Malheureusement, après cette suite-là, combien de fois je lui dis, essaye de passer à autre chose, en est au moins un troisième. Et elle me dit non, il n'est pas question, c'est fini. Moi, ce qui m'a blessée, c'est le jour où elle m'a dit maman, c'est pas un ventre, c'est un cimetière que j'ai dans mon ventre. Pourquoi vous réagissez comme ça, madame? Parce que... Vous n'avez rien fait de mal, vous? Oui, mais c'est dans mon ventre qu'elle est décédée, donc pour moi, c'est un cimetière. Et vous ne voulez pas refaire un enfant pour l'instant? Vous ne vous sentez pas prête? Docteur Courtois, plusieurs aspects. Première chose, est-ce qu'un médecin, en son âme et conscience, de par les premières heures qu'elle a passées, de par le dossier médical, de par toute cette technique que nous ne connaissons pas, doit normalement se dire, là, il n'y a pas à réfléchir, il faut faire une césarienne? Ce qui est horrible, si vous voulez, c'est qu'on a laissé, je suis désolé de vous le dire, mourir cet enfant, si vous voulez, heure par heure jusqu'à 1h du matin, alors qu'on pouvait toutes les heures faire quelque chose. Et je comprends, hein, la vie de ce couple a basculé dans l'horreur en 3 ou 4 heures. Au niveau des responsabilités, encore une fois, est-ce que le premier était le temps où il est resté là, avant qu'il s'en aille, est-ce que lui déjà aurait dû décider si vous voulez, à des degrés divers, tout le monde est responsable. La gynécologue, le premier gynécologue obstétricien, le deuxième est la clinique, parce qu'en fin de compte, vous avez été entre les mains d'une sage-femme qui, pendant des heures, on a l'impression que vous êtes dans un avion, il n'y a plus de pilote, il n'y a plus d'équipage, et tout le monde s'en fout, et on voit qu'il va s'écraser. Et là, personne ne fait rien. La sage-femme, il fallait qu'elle prenne le médecin gynécologue, qu'elle le secoue, et dise maintenant, on fait une césarienne. Alors, nous avons été à la rencontre de ces gens qui sont concernés par ce dossier pour essayer d'avoir une explication en caméra cachée. Regardez. Les 2 expertises réalisées par l'assurance de nos témoins sont formelles. Il y a eu des signes de souffrance fétale manifestes qui auraient dû rendre obligatoire une césarienne dès 22 heures. Alors pourquoi l'équipe médicale n'a-t-elle pas réagi? Équipés d'une caméra cachée, Aurélie et Hugues retournent à la clinique demander des explications. Ils ne trouvent pas le médecin de garde présent cette nuit-là, mais sont reçus par son collègue, qui est aussi l'obstétricien d'Aurélie. Il y a forcément une incohérence, c'est sûr. Je veux dire, c'est un dossier dramatique. C'est vrai que cette notion de l'urgence bicorne nous aurait forcément fait faire un certain avant, je pense que c'est indiscutable. Dans votre cas précis, effectivement, il y a une répétition des souffrances fétales, il y a une grave bradycardie à 22h qui aurait dû faire intervenir à 22h. Ça, c'est indiscutable, madame. C'est à minuit et demi, c'était trop tard. Pour moi, il fallait accélérer tout de suite. Même si elle était décédée, parce que là vous m'avez expliqué, elle pouvait se raidir et m'éclater l'utérus, en fait. Exactement, vous risquez la rupture utérine, évidemment. Même. Et là, c'est qui partait? C'était elle et moi. Voilà. C'est clair qu'à 22h, quand on voit le rythme sur un siège, c'est évident que n'importe quel mec, même débutant, va faire une césarienne. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce que c'est lui qui s'est endormi, ou qui n'a pas réagi, qui a vu le rythme et qui n'a pas réagi, et il n'était pas bien dans son état, ou est-ce que c'est la sage-femme qui ne l'a pas prévenu et qui n'a pas dit qu'il y avait une grosse bradycardie? Ça, moi, j'y étais pas, là, je ne peux pas juger. Vous comprenez? C'est un dossier de son dramatique, et il y a des responsabilités, effectivement, je pense de la clinique, du médecin de garde. Effectivement, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas idiote, hein, vous rentrez avec un bébé vivant qui va bien, vous sortez avec un bébé mort, il y a forcément une couille quelque part. On va vous dire tout s'est bien passé, hein, mais faut pas se moquer des gens non plus. Aurélie et Hugues sortent abasourdis de cet entretien. Chut. Vera. Une première étape est franchie, mais pour l'heure, le couple attend toujours que l'expertise judiciaire ait lieu. Et plus que tout, ils attendent des excuses de la part de la clinique, qui ne leur a pas adressé un mot d'explication depuis le drame. Alors, docteur Courtois, quand on voit ces images, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Non, enfin, il reconnaît, si vous voulez. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fin de compte, il avait fini sa garde, et quand il est parti, il y avait effectivement des ralentissements du bruit du cœur, mais qui n'étaient pas alarmants. Ce qu'il aurait dû faire, je crois, c'était aller voir le médecin de garde, lui dire « j'ai décidé un accouchement par voie basse, mais méfions-nous, c'est un siège d'abord, et méfions-nous, on a déjà quand même une bradycardie, c'est-à-dire un rythme cardiaque qui diminue, on avait déjà une dilatation qui n'était pas parfaite, il commençait à stagner, il aurait dû dire à son confrère « je m'en vais »,
Mais attention, c'est quand même un accouchement à risque. Et je pense que l'autre médecin de garde, on ne sait pas ce qu'il a fait toute la nuit, en fin de compte. On ne sait pas où il était, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il est venu une fois, il a vu que ça n'allait pas, il est reparti. C'est quand même effectivement ce médecin de garde qui porte la plus grosse responsabilité. Notre premier appel est donc réservé au médecin qui était de garde lors de cette soirée tragique. Après plusieurs tentatives, il nous répond. C'est la clinique, on a le médecin. Oui, Oui, bonjour, docteur Courtois, à l'appareil. là je suis en échographie, excusez-moi, je peux pas vous prendre là. Oui, mais on m'avait dit de rappeler à cette heure-là. À quelle heure je peux vous rappeler? Je voudrais absolument vous parler, je vous prie. À propos de... Au sujet d'une patiente. Son nom c'est comment? Mais à quelle heure je pourrais vous rappeler? Parce qu'on m'a dit de vous appeler maintenant, que je pourrais vous parler. Tout à l'heure, vous étiez en Je suis consultation. en échographie là. Oui. Ouais, il faut le nom de la patiente pour que je sorte le dossier aussi. Bon, bah, écoutez, je vais vous parler 2 secondes alors. Oui. C'est dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission de Julien Courbet, sans aucun doute, sur TF1. Et je suis avec monsieur et madame Brion. Et donc, j'ai étudié un petit peu leur dossier. J'aurais aimé qu'on discute de 2 ou 3 points, puisqu'on a eu leur explication. Et comme ça me paraît quand même assez particulier, j'aurais bien aimé avoir la vôtre. Allô? 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 Mesurer le diamètre de la tête, et là, on va mesurer. Qu'est-ce que... Allez, là, je peux vous revenir dans 5 minutes. Là, vous êtes occupé, docteur, je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, allô? Mais du coup, Bon, j'attends qu'ils reviennent. oui. Mais notre homme ne reviendra pas. Il a probablement mal raccroché son téléphone. Nous avançons dans le déroulement de ce drame. En ligne, la sage-femme qui suivait Aurélie cette nuit-là. Nous avons une question à lui poser. Pourquoi n'a-t-elle pas alerté plus tôt le gynécologue obstétricien? Ce que je comprends pas, c'est qu'il semble qu'effectivement vous ayez appelé le gynécologue de garde au moins 1 ou 2 fois, qu'il est venu voir une fois le monitoring. On voit qu'il y a des bradycardies et là, personne ne fait rien, on ne parle pas de césarienne. Ça vous a pas inquiété? Bah si, je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'est pas venu à chaque fois. Donc 2 questions. Pourquoi il vient pas? Et est-ce que vous n'avez pas une autre solution si le médecin vient pas? Puisqu'en fin de compte, je vais être méchant avec vous, mais c'est pas grave. Vous allez laisser mourir l'enfant complètement jusqu'à 0 heure, alors qu'on pouvait le sauver pendant plusieurs heures. Donc vous êtes quand même co-responsable de ce qui s'est passé. Donc pourquoi... Mais je sais très bien, vous croyez pas que je suis bien malade? Oui, mais enfin, c'est pas vous qui l'avez perdu. Pourquoi Oui, le je gynécologue... sais, Non, mais merci, hein. la question est très simple. Pourquoi le gynécologue n'est pas venu? Et quand un gynécologue responsable vient pas, est-ce que la sage-femme s'assoit et attend que l'enfant meure? Ah, j'étais pas assise, hein, s'il vous Non, plaît, mais- j'étais pas assise. Vous avez regardé faire sans rien faire. À chaque fois, vous me disiez, on attend le Mais prochain ça va, pourquoi il palier, est on pas verra venu ce qu'on va faire. Mais pourquoi attendre les prochains paliers? Pourquoi le médecin n'est pas venu? Jamais, jusqu'à la fin. Si, pour constater que c'était fini. Madame, Oui. je comprends votre désarroi, mais ils ont besoin d'avoir des réponses, les parents. Je l'étais très bien, mais... Mais voilà, madame, la question elle est simple. Vous voyez que le médecin ne vient pas, vous l'appelez, vous faites votre boulot. Vous faites votre boulot, puisque vous lui dites « ça va mal, il faut venir ». Il ne vient pas. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le SAMU. On appelle le SAMU, on en appelle un autre, on appelle la directrice de la clinique, on va le chercher. J'aurais dû, sans doute, appeler le gynécologue qui s'occupait du dossier de Madame Brion, mais je vous avoue, ça n'est pas venu à l'esprit. D'accord. Parce que j'avais appelé monsieur le docteur qui était de garde et que, après coup, c'est toujours facile de dire ça, mais... Ça aurait été plus facile que j'ai ma fille avec moi, que je sois pas ici sur le plateau. Et, madame, il était où le médecin de garde quand il n'est pas venu? Il était dans la clinique, il était dans son bureau, je crois, mais ça, c'est des questions qu'il faut lui poser à lui. Je peux Oui, pas bien répondre sûr. pour lui. Bien. Un dernier mot, maître Félono. Moi, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le gynécologue va nous répondre, quand il va nous répondre, qu'en fait, vous n'avez pas trouvé les mots pour lui faire part de l'urgence et que l'urgence, il ne l'a pas comprise parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait urgence? Je sais pas, il faudra voir avec le docteur en charge. Je sais pas Mais vous n'en avez pas causé avec lui? La directrice vous en a pas parlé? Non, le lendemain du décès de la petite, le jour même, je suis allée voir la directrice, on a revu le dossier ensemble, et après, j'en ai pu parler avec la directrice, ni vraiment avec les gynécos. Mais il n'y a aucune conclusion qui n'a été tirée de ça. Si, c'est que, moi, j'en ai tiré que, je devais être beaucoup plus
vigilante et que la prochaine fois, si le gynécologue ne vient pas tout de suite, j'irai le chercher directement. D'accord, ok. D'accord. Bon. Merci de m'avoir pris comme exemple alors. Mais non, mais Madame Briand, c'est pas un exemple, je veux dire... En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas à d'autres mamans. J'essaie de réagir et de me dire que justement, ça m'est malheureusement arrivé avec vous et que je veux pas que ça arrive avec d'autres personnes. Je ne prends pas comme exemple, Madame Briand. Ça, je comprends bien. Et si au moins ça aura pu servir à ça... Pardon? Je me suis remise en question. Mais je sais, madame, je comprends votre douleur, mais les parents ont besoin de parler de ça et ont besoin d'entendre et de comprendre. Et vous les avez peut-être un petit peu aidés, en tout cas à votre façon, ce soir. Merci d'avoir participé à cette émission, madame. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Madame, puis-je vous demander ce que vous avez dans les mains? Parce que je vous vois depuis tout à l'heure. C'est le bandeau de Lohan. Que vous l'avez acheté pour... que ma mère avait acheté, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait acheté 2 petites robes, dont une avec laquelle elle a été enterrée, que ma mère a gardé le bandeau justement chez elle. Et ça, c'est une des robes avec laquelle on devait faire des photos à la naissance. Donc la robe, je l'ai dans un cadre, en fait, au-dessus de mon lit, et je dors avec depuis 2 ans. D'accord, je comprends. Bernard? Aurélie, il faut que je vous fasse une confidence. On a beaucoup parlé avec les avocats autour du plateau depuis quelques heures qu'on est avec vous. On est extrêmement troublé par cette histoire, très perturbé, et je crois qu'il y a un mot que vous allez devoir bannir de votre vocabulaire. Votre ventre n'est pas un cimetière, c'est le symbole de la vie. Vous avez enfanté quelque chose de formidable avec Théo. Vous devez vous battre pour Hugues et pour Théo. Vous êtes une femme battante, courageuse. Je vous en supplie, c'est très important. C'est comme ça que vous allez vous reconstruire. Faites-le pour eux, faites-le pour Hugues, faites-le pour Théo. C'est la plus belle histoire qui va vous arriver à partir de maintenant. Donc je vous demande vraiment instamment, parce qu'on est extrêmement émus sur ce plateau, vous devez reprendre le courage de la vie parce que vous êtes une femme merveilleuse. Puis surtout, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'y êtes pour rien. Au niveau des responsabilités, il semble avéré que le médecin de garde, cette nuit-là, n'aurait pas dû rester dans son bureau. Nous tentons de le contacter. C'est l'un de ses collègues, médecin lui aussi, qui nous répond de manière surprenante. Il est en vacances, il sera là nous sommes jeudi. Bon, enfin nous, monsieur, en tout cas, voilà, sachez-le, si vous avez son portable, l'émission on l'a fait aujourd'hui, elle sera diffusée dans les jours qui viennent. On a une maman... il est en vacances, je crois qu'il est assez raisonnable de le laisser profiter de ses vacances. Oui, est-ce que vous trouvez raisonnable que la maman qui est à côté de moi, qui a perdu son bébé dans des conditions, avec des expertises, excusez-moi, mais il y a eu quand même des manquements qui sont tout simplement scandaleux, monsieur, on peut en parler si vous voulez, mais est-ce que vous pensez que cette dame qui est à côté de moi peut accepter l'argument qui consiste à dire il est en vacances, il faut le laisser se reposer, alors qu'elle arrive à 14h avec un monitoring qui montre que les pulsations du bébé ne cessent de baisser, avec une sage-femme, avec un docteur qui s'en va à 20h, un nouveau qui arrive, et une sage-femme qui appelle en disant « venez vite, il va y avoir une catastrophe », le docteur ne vient pas, et finalement l'enfant est mort. Alors qu'on aurait fait une césarienne dès le début, rien ne se serait passé comme ça. Alors lui, il est en vacances, il se repose, elle aimerait bien se reposer, monsieur, je ne vous le cache pas, elle aussi, parce que là, elle vit dans les pleurs et dans l'angoisse. Donc soyez sympa, appelez-le, demandez-lui de gâcher ses vacances une petite demi-heure, pour venir lui parler, lui dire quelque chose, quoi. Bon, bah écoutez, vous nous rappelez dans un moment. Le temps pour lui de joindre son confrère, nous contactons la directrice de cette clinique, elle-même ancienne sage-femme. Depuis le drame, la communication ne semble plus passer entre elle et Aurélie, ce qui justifie notre intervention. Donc ce qu'ils veulent en fait aujourd'hui, c'est qu'on leur parle un peu de soutien moral, parce que visiblement, à ce jour-là, aucun médecin ne leur a dit « nous sommes désolés, voilà ce qui s'est passé, il y a eu une erreur et compagnie ». Donc cette dame n'arrive pas à faire son deuil. Et 2, trouver un accord à l'amiable qui vous sera, je pense, en plus favorable, puisque c'est toujours favorable quand on fait ça à l'amiable par rapport à ce que peuvent décider les tribunaux. C'est ça qu'ils veulent. Maintenant, vous, madame, je pense qu'en tant que directrice d'établissement, vous n'avez pas forcément besoin d'une expertise pour savoir ce qui s'est passé. Je pense que vous avez dû convoquer un petit peu tout le monde après, mener votre petite enquête. Moi, j'irai d'un point de vue médical, je ne peux pas me prononcer. Par contre, je comprends tout à fait la volonté, effectivement, de monsieur et madame Briand. J'irai d'un besoin de communication et de ne pas faire durer les choses, qui est insoutenable. Ça, je peux bien le comprendre. Maintenant, moi, j'avais respecté effectivement la volonté. Ils avaient effectivement, tout à fait à leur droit, lancé une procédure.
Et nous, on était allés dans ce sens-là par rapport à ça. Maintenant, si M. Ambrion, effectivement, souhaite, ils avaient souhaité me rencontrer à nouveau en août, on s'était à nouveau vus, mais c'était encore très tôt après les événements, donc on était tous encore très très choqués. Souhaite qu'on se rencontre à nouveau, moi je suis tout à fait à leur disposition pour effectivement pouvoir communiquer et puis les écouter et les épauler. Et je suis d'accord avec vous, le problème, c'est pas les questions d'argent, c'est un problème, je dirais, très 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 douloureux de vécu, je dirais, psychologique. Et je Oui, mais madame, dans une situation, madame, tout à l'heure on a essayé de joindre les médecins. Ouais. Ils sont en vacances tous les deux. Quand on appelle l'assistante et qu'on lui explique les raisons de notre appel, de cette maman désespérée qui voudrait parler au médecin, on nous a répondu, on l'a sur la bande, madame, on ne dérange pas un médecin en vacances. Je pense qu'un médecin, même s'il est en vacances, quand il s'agit de la mort d'un nourrisson et de ce qu'a enduré cette femme, il me semble que ça fait partie un petit peu... c'est son associé qui a dit ça en plus. Déontologiquement, il dit évidemment, on va vous rappeler. Vous voyez, voilà ce qu'elle entend depuis maintenant des mois et des mois. Madame. Ce que je désire maintenant, c'est vraiment que cette histoire s'arrête. Oui, je le comprends, oui. Moi, j'ai fait des dépressions, je suis partie en crise de boulimie. J'ai fait des séjours en maison de repos. Et vous pouvez pas me demander de continuer ça pendant des années encore. Ah, mais je suis d'accord avec vous, Mme Brion. Le but, c'était d'aller effectivement dans le sens pour que ça aille le mieux possible et de vous accompagner. Vous savez, on est là pour vous accompagner, je dirais, le plus possible. Maintenant, dans ces cas-là, effectivement, au niveau de la famille, je dirais, le but, c'est pas de se jeter sur la famille qui est complètement perturbée. Madame la directrice, oui. docteur Courtois, à l'appareil. Oui, moi, je crois honnêtement que vous êtes en train de nous endormir, avec de belles paroles, mais c'est tout. La directrice est assurément touchée par le décès tragique de la fille d'Aurélie. Mais ce que nous lui reprochons, en tant que responsable de son établissement, c'est de n'avoir rien fait durant les 2 années qui ont séparé le drame de l'ouverture de la procédure judiciaire par les époux Brion. Entre le moment où le bébé est mort et le moment où il demande l'expertise judiciaire, qu'est-ce que vous avez fait pour arranger le problème? Dites-moi, je vous écoute. Au sein de chaque établissement, c'est vrai ici comme ailleurs, à chaque fois effectivement que nous sommes confrontés à un choc ou quelque chose de grave, forcément comme vous dites, on essaie de comprendre la responsabilité, le rôle, l'application... S'ils ne font pas l'expertise judiciaire, qu'est-ce qui se passe, madame? Dites-moi. L'expertise judiciaire, c'est plus d'un point de vue purement médical. Nous, derrière, effectivement, au niveau... Non, c'est pas ça, madame. Vous m'avez dit, moi, aujourd'hui, je respecte la procédure. Comme ils ont demandé une expertise judiciaire, je ne bouge pas. Je vous pose la question. S'ils ne l'avaient pas demandé... Je ne bougeais pas, j'ai pas dit que je n'avais pas... Non, vous attendez qu'elle arrive. On ne joue pas sur les mots. L'expertise. Il faut laisser aussi la justice... Madame, s'ils n'avaient pas demandé la justice, parce qu'ils ont été obligés d'aller en justice pour savoir la vérité, s'ils n'avaient pas été en justice, qu'est-ce que vous auriez fait dans votre clinique? Vous me posez des questions principalement par rapport notamment en fait aux praticiens, c'est ce qu'il fallait pas aux praticiens, vous en tant que directrice de clinique, vous faites pas de la location de salle. On peut pas louer une salle de bain. Moi en tant que directrice de clinique, je dois m'assurer effectivement que j'ai le personnel en place. Ne me parlez pas de ceux dont vous devez vous assurer, ce n'est pas ma question, madame. Ma question est, ils ont été en justice pour avoir une expertise judiciaire, c'est pas vous qui l'avez demandé, c'est eux. Donc s'ils ne l'avaient pas demandé, qu'est-ce que vous auriez fait? Et qu'est-ce que vous avez fait avant qu'il la demande? Au point de vue de l'organisation, au niveau de l'établissement, d'accord? Moi, l'analyse des faits, c'est que je n'ai pas de, l'équipe était en place, tout le monde était là, donc là-dessus, il n'y avait pas de manquement de l'établissement. Donc ça veut dire que la sage-femme a bien fait son boulot, madame. Donc on est bien d'accord pour dire que vous... l'organisation, d'accord? Ensuite, derrière, sur les décisions médicales. D'accord. Que fallait-il faire D'accord. D'accord. Là, c'est votre salarié, madame. Administratif, je ne peux pas me prononcer. Vous pouvez comprendre sur le fait que est-ce que oui ou non, c'était à quel moment il fallait que médicalement l'un l'autre intervienne. Mais c'est votre employé, madame. Mais reconnaissez qu'on aurait pu sauver Loane. Reconnaissez-le, je vous demande de reconnaître qu'ils auraient pu la sauver. Madame Brion, on a étudié le monitoring ensemble tous les trois. On était avec mon mari, on a étudié le dossier. Vous m'avez dit j'étais sage-femme, donc je ne comprends pas ce dossier. Vous m'avez dit texto, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. C'est bien ce que... Reconnaissez, c'est ce que vous m'avez dit. Quand je dis je ne comprends pas, c'est qu'il faut reprendre tout le dossier au point de départ. 2 ans. 2 ans. Des choses qu'on peut envisager. Oui, c'est pas ça, c'est passé. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas que ça soit arrivé. C'est qu'au bout de 2 ans, personne n'est fichu de donner une explication à cette dame. Ni de lui dire « excusez-nous ».
Parce que franchement, que le médecin n'ait pas été capable de dire « Pardon madame, je suis resté dans mon bureau, j'ai pas fait attention aux alertes de la sage-femme. Excusez-moi. » Si, la sage-femme était en pleurs. Elle a regretté. Elle dit « J'ai fait une bêtise et je m'en voudrais toute ma vie. » Elle l'a dit. Et que vous, madame, qui représentez la... Excusez-moi. Vous savez, personne ne peut jamais oublier quand ton enfant... Pas tout le monde n'est choqué parce qu'elle est là en pleurs sur son plateau en train de triturer entre les doigts un petit bandeau qu'elle avait prévu pour son bébé. Elle vit avec la photo de sa fille partout dans la maison. Elle a fait de la boulimie, elle est en plein dépressif. Les deux médecins, au moment où on parle, sont en vacances. On leur les a appelés tout à l'heure en disant au secrétaire « Soyez gentils, on voudrait leur parler pour avoir une explication. » On ne dérange pas un médecin en vacances. Je vais appeler tout de suite les médecins. D'accord. Plus vite je les fais, plus vite on a une chance de les avoir au bout du fil. Plus vite derrière, effectivement, on pourra proposer quelque chose avec monsieur et madame Brion pour qu'ils puissent avoir les réponses et que les choses ne durent pas. D'accord. Maintenant, nous étions effectivement dans l'attente de cette expertise, qu'elle se fasse d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui permettra à chacun de respecter, effectivement, d'avoir des explications. Je suis d'accord avec vous, mais de vous à moi, vous pourriez lui payer l'expertise. Hein, c'est quand même la moindre des choses. Hein. Ça serait au moins ça, parce que là, c'est assez frais l'expertise, si j'ai bien compris. Vous pourriez au moins la payer, comme ça vous permettrait vous de savoir ce qui s'est passé chez vous, et c'est pas des pauvres gens qui ont déjà perdu un bébé. On va aborder tout ça. Bon, oui, mais c'est un peu... Vous voyez, ça, c'est quelque chose que vous auriez pu faire spontanément, par exemple, leur dire, écoutez, moi, j'ai besoin d'une expertise, parce que c'est trop grave, ça coûte des sous, mais la moindre des choses, madame, c'est qu'on va vous l'avancer, l'expertise. Mais ça, on l'a pas fait. On a attendu, il faut une expertise, faites une expertise, ça va vous coûter des sous. Quelle est la bonne solution pour épauler, en fait, les patients? La meilleure solution, c'est rapidement que les médecins l'appellent en leur disant, on est désolé, madame, voilà ce qui s'est passé. C'était peut-être la faute à pas de chance, peut-être qu'ils vont nous dire ça, et peut-être que ça sera vrai. Mais déjà qu'ils lui parlent. Et deuxièmement, madame, la seule solution, c'est de ne pas les envoyer pendant 6-7 mois au tribunal, de ne pas les envoyer alors qu'ils sont en train, les malheureux, de sombrer. Alors, voilà, vous appelez les médecins et vous les indemnisez avec votre assurance. Chacun, je ne veux pas court-circuiter la volonté des uns et des autres. Je vais vous donner la volonté des uns et des autres. Leur volonté à eux, aujourd'hui, c'est d'avoir une indemnisation à l'amiable. Vous connaissez leur volonté. Maintenant, appelez la volonté des médecins et demandez-leur si leur volonté, c'est d'appeler leur assurance pour qu'ils les indemnisent. Et comme ça, vous connaîtrez les volontés de tout le monde. Mais je vais tout de suite, effectivement... vous les appelez tous les deux et on se rappelle en début d'après-midi. Et puis qu'en fait, il y ait... c'est comme vous dites, je ne sais pas, moi, une communication avec... D'accord, on fait comme ça. Madame, je vous passe quelqu'un. Merci de nous avoir parlé et puis on se reparle tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, elle n'a pas beaucoup parlé, je voudrais qu'on donne la parole à votre maman, hein, qui est témoin de tout ce qui se passe depuis tout à l'heure. Elle est dans le public avec nous. Alors, madame, quand vous entendez tout ça, ça vous fait beaucoup de peine? C'est ahurissant, de toute façon. C'est pas pardonnable. De toute façon, je ne pardonnerai jamais à cette équipe médicale. Et puis, de toute façon, ils me rendront jamais la petite, ça, c'est sûr. Et puis, j'espère qu'Aurélie et Hugo vont arriver à remonter la pente, parce que ce soit psychologiquement, physiquement, ma fille a énormément changé. Comme elle dit, elle a eu des crises de boulimie. Là, on vient d'apprendre qu'ils allaient se séparer. Ah, c'est la dame qui rappelle. Ok, connexion sur la 9. Allez-y, c'est bon. Installez. Allô? J'ai laissé un message sur leur deux portables. Et n'ayant pas eu de retour depuis tout à l'heure, je me suis renseignée. Il semblerait qu'il y en ait un qui soit à l'étranger. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas si effectivement il a pris un forfait. Enfin bref, je ne connais pas trop. Donc, et le deuxième, il est possible qu'il me rappelle ce soir, si vous voulez. Donc, j'attends par rapport à ça. Concernant en fait la deuxième chose vis-à-vis effectivement de monsieur Brion qui souhaitait que les choses soient plus rapides, et ça je le comprends bien, vous souhaitiez qu'il y ait une procédure amiable en fait. Tout à fait. Donc sachez qu'au niveau de l'établissement nous sommes tout à fait ouverts et pas du tout opposés à ce qu'il y ait une expertise amiable qui soit faite pour faire avancer les choses. Maintenant sachant qu'il y a aujourd'hui une procédure, une expertise judiciaire qui normalement ne devrait pas tarder puisqu'il y a 2 experts qui ont déjà été nommés. Donc après, c'est un choix vis-à-vis de monsieur et madame Brion sur effectivement ce qui est le plus rapide, le mieux pour eux en fait. Ce que l'on va entendre aujourd'hui, madame, de votre part, c'est que si l'expertise judiciaire dit vraiment il y a eu faute en cascade de X, de Y, de l'établissement, du personnel, etc. Dans ces cas-là, tout de suite, vous vous mettez en rapport avec le conseil de ces gens-là pour fixer une transaction à l'amiable avec votre assurance, bien évidemment.
Et si effectivement l'expertise dit non, tout le monde a parfaitement bien fait son travail, donc ces gens-là auront toujours la possibilité ensuite d'aller en justice s'ils le souhaitent. Est-ce que l'on peut se dire aujourd'hui que l'on fait comme ça, sachant évidemment que si l'expertise leur donne raison, on fait une transaction qui ressemble quand même à quelque chose, à ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient été au tribunal. On est d'accord ? Je pense qu'effectivement, vous avez raison, évidemment, M. Mabrion, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il y ait une expertise médicale qui reprenne tout. Et effectivement, on sera tous là, chacun pourra dire les choses, il y aura des responsabilités, chacun reconnaîtra ses responsabilités et les assumera. D'accord. Ça me semble être tout à fait normal et ne pas faire durer ça pendant des mois. Et je crois que l'expertise judiciaire, là, c'est une bonne chose. Et ensuite, on essaie d'aller très très rapidement pour que M. Mabrion ait des réponses par rapport à toutes ces interrogations depuis 2 ans qui durent. Bon, eh bien c'est parfait. Et je crois elle prend avec beaucoup de plaisir toutes vos paroles. Elle est très émue parce qu'elle est fatiguée, usée, énervée par tout ça, mais je crois que c'est des paroles que vous attendiez, madame. Mais... Depuis 2 ans, oui. Bon. Mabrion, on est tellement de tout cœur avec vous, si vous saviez comme c'est pas facile. Et tout le monde est avec vous, et la sage-femme aussi, et si on pouvait, ce serait... Bon, monsieur, satisfait? Tout à fait, oui. Bien. Madame, je vous remercie, on se tient très vite au courant? Oui. Passez une bonne journée, merci madame. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Parce que là, ça va s'arranger, c'est sûr. Les sentis, et puis il y aura tout le monde, on ne va pas pouvoir vous mentir, les gens seront en face de vous, les yeux dans les yeux, elle s'est engagée. Vous avez envie maintenant de pouvoir passer à autre chose? On va passer à autre chose, c'est sûr. Bon, tant mieux. On va donner la parole quelques instants. Ça, c'est bien que vous disiez ça, c'est très bien. Je vais donner la parole à la maman quelques instants, qui également, je pense, a appris cette bonne nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Bah oui, en souhaitant qu'elle tienne parole, surtout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, la vie continue, et puis j'espère que ça ira bien pour eux deux, le petit Théo, à qui je pense très fort. Et évidemment, moi je n'ai pas à me mêler de votre vie privée, mais peut-être que tout ce qui s'est passé ici, sur ce plateau, tout ça, peut-être que ça peut être le point de départ d'une nouvelle tentative entre vous deux. N'être responsable ni l'un ni l'autre de ce qui s'est passé, donnez-vous au moins une chance. Et puis après, si ça marche pas, mais ça mérite au moins maintenant que vous puissiez tourner la page. Vous avez été unis dans cette épreuve, vous êtes venus tous les deux côte à côte sur ce plateau. C'est un petit peu bête de tout mettre comme ça, de tout jeter sans se laisser une dernière chance, même en prenant le temps s'il le faut. D'accord? Non, mais je vous oblige à rien. Ça, c'est l'avenir qui le dira, je sais pas. Je ne dis pas de le faire, je dis d'y penser, au moins. Voilà. Monsieur, OK? OK. Bien, allez. On va vous laisser aller vous reposer parce que c'est très éprouvant. Et vous revenez sur ce plateau nous annoncer la bonne nouvelle, hein, d'accord? D'accord. Merci.